Lorsque le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la direction d'Ankara pour rencontrer Recep Tayyip Erdogan, la plupart des observateurs ne voyaient dans cette visite qu'une nouvelle tentative diplomatique destinée à relancer un processus de paix essoufflé. Pourtant, derrière les images officielles, un basculement beaucoup plus profond était en train de se produire. La guerre en Ukraine, qui semblait figée dans une logique d'enlisement, entrait dans une nouvelle phase dont l'acteur décisif n'était ni Washington, ni Moscou, ni même Bruxelles, mais la Turquie, un pays à la fois frontalier, partenaire, rival et médiateur, qui avait longtemps cultivé un équilibre subtil entre l'Est et l'Ouest, et qui désormais n'hésitait plus à sortir de sa neutralité prudente pour exercer une pression stratégique considérable. Tout commence par un incident qui aurait pu paraître anecdotique. Un navire de croisière russe, transportant plus de 600 touristes, s'est vu interdire l'accès au port de Galataport, au cœur d'Istanbul. Pendant des heures, le bâtiment est resté immobilisé au large, incapable d'obtenir l'autorisation d'accoster, avant d'être contraint de rebrousser chemin vers Sotchi. Les passagers, venus profiter d'une croisière en mer Égée et en Méditerranée, ont vu leurs rêves se briser aux portes de l'une des cités les plus emblématiques du monde. Pour Moscou, il ne s'agissait pas seulement d'une humiliation diplomatique. C'était un signal, discret mais implacable, d'un changement profond d'attitude. Car ce refus d'accoster n'était pas le fruit d'un caprice administratif. Il répondait directement à un affront infligé par les autorités russes 2 semaines plus tôt. La rétention du Ferry Turk Sea Bridge au large de Sotchi pendant plus de 44 heures, sous prétexte de procédures de sécurité. Un prétexte qui cachait en réalité la panique grandissante du Kremlin face aux drones maritimes ukrainiens capables d'atteindre ses infrastructures côtières. Les plongeurs russes avaient longuement inspecté la coque du navire, non pour vérifier sa cargaison, mais pour s'assurer qu'aucune technologie hostile ne se dissimulait dans ses flancs. Pour Ankara, il s'agissait d'une humiliation claire. Un navire civil turc traité comme une menace potentielle par un partenaire stratégique. Dès lors, la réponse turque était inévitable. « Vous ne laissez pas entrer mon navire. Je ne laisserai pas entrer les vôtres. » Mais la portée de cette rétorsion allait bien au-delà du simple tourisme. Un deuxième incident, bien plus grave, survient. L'attaque d'un tanker turc par un drone russe dans le port d'Izmaïl en Ukraine, mettant directement en danger la vie de 16 marins turcs. Moscou, en ciblant les ports ukrainiens, avait franchi une ligne rouge en frappant un navire appartenant à un pays membre de l'OTAN. À Ankara, ce geste est perçu non seulement comme une agression, mais comme un défi stratégique. Et la Turquie possède une arme majeure que Moscou ne peut ignorer. Le contrôle des détroits. Ces passages étroits reliant la mer Noire à la Méditerranée, régis par la Convention de Montreux. Un contrôle qui permet à Ankara, lorsqu'elle le souhaite, de modifier la circulation maritime, de ralentir, d'inspecter, voire d'empêcher le passage des navires. Pour la Russie, dont la flotte de tankers, y compris la fameuse flotte fantôme non assurée, dépend du Bosphore pour exporter son pétrole. Cette situation représente un risque existentiel. Un simple ralentissement des contrôles, porté à 48 ou 72 heures, suffirait à provoquer des pertes financières colossales pour Moscou. Un refus de passage, justifié par des normes environnementales ou de sécurité, serait un coup de grâce pour une économie déjà fragilisée par les sanctions. C'est précisément à ce stade que la Turquie révèle sa nouvelle posture. Elle ne se considère plus comme un simple médiateur, mais comme un acteur stratégique capable de remodeler l'équilibre de la mer Noire.
Son partenariat énergétique renforcé avec Washington lui offre une autonomie nouvelle face aux pressions russes. Le Kremlin ne peut plus menacer Ankara d'une coupure de gaz ou d'un chantage énergétique, car la Turquie est désormais connectée à des sources d'approvisionnement alternatives, notamment en GNL américain. Libérée de cette dépendance, elle peut se permettre une fermeté inédite à l'égard de Moscou. En parallèle, un autre événement clé contribue à tendre encore davantage les relations entre les deux puissances. Lors de la plateforme Crimée organisée à New York, le ministre turc de la Défense prend la parole et réaffirme, de manière plus nette que jamais, que la Crimée appartient à l'Ukraine. Une position qui, même si elle n'est pas nouvelle, est exprimée avec une clarté inhabituelle dans un forum international hautement symbolique. À Moscou, c'est un choc. Le Kremlin pensait encore bénéficier de la prudence turque, fondée sur des intérêts économiques et militaires communs. Mais cette déclaration, combinée aux nouvelles sanctions visant les ports russes et les flottes auxiliaires, résonne comme une annonce. Ankara a choisi son camp. Pour Moscou, les conséquences sont immédiates. En Crimée, la flotte russe, déjà fragilisée par les attaques répétées de drones ukrainiens, commence à se retirer. Plusieurs navires majeurs sont déplacés vers Novorossiysk, tandis que des avions de combat sont évacués vers le Kouban. Ce mouvement est tout sauf anodin. Il signale que la Russie ne se considère plus en sécurité dans la péninsule qu'elle a annexée en 2014. L'impunité navale dont elle bénéficiait depuis des décennies est en train de s'effriter. Dans ce contexte, la visite de Zelensky à Ankara prend une dimension bien plus large. Elle ne vise pas seulement à obtenir un soutien diplomatique. Elle marque la reconnaissance officielle que la Turquie est devenue le pivot stratégique de la mer Noire. Le président ukrainien voit en Ankara une force capable de peser réellement sur le cours de la guerre, non par des livraisons d'armes massives, mais par un contrôle maritime, économique et diplomatique qui étrangle progressivement les capacités russes. La Turquie devient le pays qui peut garantir les routes commerciales, protéger les corridors céréaliers, restreindre les mouvements russes et, en parallèle, proposer une plateforme de négociation crédible, l'alternative d'Istanbul. À ce stade, un constat s'impose. La guerre en Ukraine ne se joue plus seulement à Bakhmout, Kherson ou Sébastopol, mais dans les ports contestés, les détroits surveillés, les assurances maritimes refusées et les discours diplomatiques qui dessinent le futur de l'Europe orientale. La Turquie, en révisant sa position, n'a pas seulement contrarié Moscou, elle a redéfini les règles du jeu. Au moment où les tensions semblaient atteindre leur point culminant, un phénomène plus discret, mais infiniment plus important, s'est mis en place. La transformation de la mer Noire en un espace stratégique, où chaque décision turque peut modifier l'équilibre général du conflit. Pour Moscou, cette évolution représente un basculement historique, car jamais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, la Russie n'avait vu sa liberté d'action en mer Noire aussi profondément réduite. Pour Ankara, à l'inverse, ce basculement n'est pas une simple réaction ponctuelle, mais l'aboutissement d'une réflexion stratégique mûrement élaborée, combinant intérêts nationaux, pressions extérieures et opportunités géopolitiques. En effet, la Turquie occupe une position que peu de nations peuvent revendiquer, celle d'un acteur à la fois régional et global, capable d'influencer non seulement ses voisins immédiats, mais aussi l'équilibre énergétique, commercial et militaire de l'ensemble de l'espace eurasiatique. Cela tient principalement à un fait juridique et historique, la Convention de Montreux. Ce traité, signé en 1936,
confère à la Turquie le pouvoir de contrôler la circulation des navires militaires dans les détroits du Bosphore et des Dardanelles. Pendant des décennies, ce contrôle a été exercé avec prudence, dans une volonté manifeste de ne pas se mettre à dos ni la Russie, ni les puissances occidentales. Cependant, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, puis surtout depuis les attaques contre les navires turcs et la détention du Ferry Sea Bridge, la Turquie a commencé à reconsidérer son rôle. Ce qui semblait jusqu'ici être un simple privilège juridique devient désormais un outil de pression économique et militaire. En contrôlant le passage des navires russes et, notamment des tankers vieillissants, qui composent la flotte fantôme destinée à contourner les sanctions, Ankara se retrouve en mesure d'étrangler progressivement les capacités d'exportation pétrolière du Kremlin. Chaque jour de retard dans les détroits, chaque vérification technique prolongée, chaque demande de conformité supplémentaire se traduit en millions de dollars de pertes pour l'économie russe. Ce mécanisme agit comme un étranglement silencieux. Il ne provoque pas de scandale immédiat, mais ses effets s'accumulent, implacables. Les traders internationaux commencent à hésiter à traiter avec des navires dont l'avenir dans les détroits est incertain. Les compagnies d'assurance refusent de couvrir des embarcations vieillissantes, privées d'entretien adéquat et susceptibles d'être retenues plusieurs jours. Les ports méditerranéens, sous pression diplomatique occidentale, imposent des contrôles supplémentaires ou refusent l'accès aux navires opérant en dehors des réglementations internationales. En quelques mois, la flotte fantôme russe, autrefois symbole de la résilience énergétique du Kremlin, devient un fardeau logistique et financier. Dans ce contexte de fragilisation croissante, la Russie ne peut s'empêcher de voir la Turquie non plus comme un partenaire complexe mais prévisible, mais comme un acteur désormais capable de lui infliger des pertes stratégiques majeures. La nervosité du Kremlin est palpable. Elle se traduit par une série de décisions contradictoires, de déclarations agressives et de tentatives désespérées de maintenir l'apparence d'un contrôle total. Pourtant, la réalité est tout autre. La Russie se trouve confrontée à des limites qu'elle ne voulait pas voir. Sur le plan militaire, cette fragilité est encore plus visible. La flotte russe de la mer Noire, autrefois présentée comme un symbole de la domination navale du Kremlin, a subi des pertes considérables. Les attaques ukrainiennes, souvent réalisées grâce à des drones maritimes et aériens, ont détruit ou endommagé plusieurs navires de guerre, contraignant Moscou à repositionner une partie de ses forces à Novorossiysk, loin de la zone de combat. Ce déplacement n'est pas seulement tactique, il est psychologique. Il signifie que même Sébastopol, réputé imprenable, n'est plus un havre sûr. Ce aveu de faiblesse est d'autant plus lourd que la Russie avait fait de la Crimée l'un des joyaux de son expansion territoriale. La Turquie, en parallèle, observe attentivement ces évolutions et en déduit que Moscou est beaucoup moins solide qu'elle ne le prétend. C'est cette lecture stratégique qui incite Ankara à adopter une posture plus ferme envers la Russie, tout en maintenant une rhétorique officielle empreinte de diplomatie. Car derrière les discours de neutralité, la Turquie agit déjà en faveur de l'Ukraine. Elle autorise les exports céréaliers malgré les menaces russes, fournit des drones militaires précieux, bloque le passage de la flotte russe vers la Méditerranée et participe activement à la militarisation de la mer Noire en collaboration avec plusieurs pays de l'OTAN. Le geste le plus symbolique reste toutefois la prise de position turque sur la Crimée. En affirmant publiquement que la péninsule doit revenir sous souveraineté ukrainienne, Ankara fait plus que soutenir un allié potentiel. Elle s'attaque à l'un des piliers du narratif russe. Pour le Kremlin, la Crimée représente non seulement un territoire occupé, mais aussi un symbole de puissance retrouvée.
Dire que ce territoire n'est pas légitime aux yeux du droit international, c'est dire que la Russie est sur un terrain mouvant, juridique, militaire et diplomatique. À cette déclaration s'ajoute l'adoption par Ankara d'une ligne de conduite plus structurée dans les instances internationales. Lors de la signature de la Déclaration de New York, la Turquie s'aligne ouvertement sur les pays qui réclament non seulement le renforcement des sanctions contre la Russie, mais aussi la mise à l'écart systématique des navires russes des ports internationaux. Pour Moscou, il s'agit d'une trahison symbolique. La Turquie, longtemps perçue comme un État pivot permettant de contourner certaines contraintes occidentales, devient désormais un relais essentiel de la pression internationale. Les décideurs russes voient dans cette évolution une menace directe pour leurs intérêts, car la Turquie n'est pas un petit pays marginal dans la géopolitique eurasienne. C'est une puissance de 45 millions d'habitants, dotée d'une armée considérable, d'une industrie militaire en pleine croissance et située à un carrefour maritime, énergétique et commercial unique. La possibilité pour Ankara de bloquer les détroits ou d'en augmenter les contrôles est un outil de coercition redoutablement efficace. Plus encore, la Turquie a désormais un intérêt stratégique à maintenir cette pression. Pourquoi? Parce que le partenariat énergétique avec les États-Unis lui garantit une forme de sécurité inédite. Pendant des années, Ankara dépendait largement du gaz russe pour assurer son approvisionnement hivernal. Aujourd'hui, avec les accords LNG conclus avec Washington et le développement de terminaux gaziers modernes, la Turquie n'a plus la crainte d'un hiver noir provoqué par une coupure russe. Cette indépendance énergétique relative transforme profondément la posture turque. Elle n'est plus un pays paralysé par le risque de rétorsion, mais un acteur souverain capable d'utiliser sa géographie comme une arme diplomatique. Dans ce nouvel environnement, l'équation stratégique du conflit se modifie. La guerre en Ukraine ne dépend plus uniquement de l'aide militaire occidentale ou de la capacité ukrainienne à résister sur le bas terrain, mais aussi, et de plus en plus, de la détermination turque à maintenir une pression durable sur Moscou. À mesure que la Russie perd des navires, des routes commerciales, des pointes d'appui diplomatique, sa marge de manœuvre se réduit. Et à mesure que la Turquie affirme sa position de puissance régionale incontournable, son influence s'étend sur tous les autres acteurs. Il devient alors clair que la visite de Zelensky à Ankara n'est pas un simple épisode diplomatique de plus, mais un moment charnière. Le président ukrainien n'est pas venu quémander une médiation neutre. Il est venu sceller une alliance de circonstances pouvant, à terme, peser véritablement dans l'issue du conflit. Car si Moscou pensait pouvoir imposer à Kiev une paix dictée, Ankara montre désormais que la Russie n'est pas en position de dicter quoi que ce soit. Non seulement elle n'a plus le contrôle total de la mer Noire, mais elle voit aussi son économie étranglée par des mécanismes que la Turquie contribue activement à renforcer. Alors que l'Europe, les États-Unis et l'OTAN s'interrogent encore sur la meilleure stratégie pour contenir la Russie, la Turquie, elle, semble avoir compris avant tous les autres que le véritable champ de bataille ne se situe plus uniquement sur les plaines glacées du Donbass ou dans les rues dévastées de Kherson, mais dans les corridors invisibles de l'économie mondiale, dans les flux d'énergie, dans les détroits étroits où passe la moitié de la richesse maritime de la région, et dans les arènes diplomatiques où se redessinent silencieusement les lignes d'influence. Ce que la guerre en Ukraine a provoqué, ce n'est pas seulement une confrontation entre deux États, mais un bouleversement radical des mécanismes de pouvoir, un réajustement profond qui oblige chaque acteur à redéfinir sa place, son rôle, sa capacité d'action. Dans ce nouvel échiquier, Ankara occupe désormais une position centrale.
Tout indique que le Kremlin n'avait pas anticipé cette montée en puissance turque. Lorsqu'il a envahi l'Ukraine, Vladimir Poutine comptait sur un certain degré de neutralité pragmatique de la part d'Ankara. La Turquie était alors un partenaire ambivalent, membre de l'OTAN mais acheteur de systèmes antiaériens russes, critique de l'expansion occidentale mais dépendante de l'énergie russe, interlocuteur privilégié mais parfois dérangeant. En somme, un acteur que Moscou pensait pouvoir maintenir dans une zone grise, entre coopération et compétition contrôlée. Mais la guerre a fait voler en éclats cet équilibre. La Russie a commis l'erreur stratégique majeure de sous-estimer la capacité d'Ankara à transformer une alliance de circonstances en véritable levier de puissance. Cette erreur est devenue flagrante lorsque la Turquie a commencé à exercer une pression discrète, mais déterminante sur le trafic maritime russe, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, autrefois simples points de passage, se sont transformés en instruments géopolitiques redoutables. Les inspections renforcées, les vérifications environnementales, les normes de sécurité maritime, toutes ces mesures techniques, en apparence anodines, ont permis à Ankara de ralentir, fragmenter et parfois bloquer le cœur logistique du commerce énergétique russe. Bien plus qu'une sanction explicite, il s'agit d'une forme de strangulation économique progressive, méthodique, qui affaiblit la Russie sans jamais constituer un acte de rupture irréversible. C'est précisément cette finesse stratégique qui rend l'approche turque si efficace. Plutôt que de choisir la confrontation directe, Ankara avance par touches successives, en modulant son degré de pression selon l'évolution du terrain diplomatique ou militaire. À chaque attaque russe contre un navire turc, la Turquie répond par un durcissement des contrôles. À chaque violation russe de l'espace maritime ukrainien, Ankara renforce son appui à Kiev. À chaque signal d'arrogance venant du Kremlin, la Turquie envoie un message clair. Elle n'est plus un simple partenaire, mais un acteur souverain, capable de peser sur les choix stratégiques du Kremlin. Dans cette dynamique, la question de la Crimée occupe une place essentielle. En affirmant sans ambiguïté que la péninsule doit revenir à l'Ukraine, Ankara dépasse le simple soutien politique. Elle touche à ce que le régime russe considère comme le socle de sa légitimité territoriale. La Crimée, annexée en 2014, est présentée par Moscou comme un retour historique, un symbole de grandeur retrouvée, que la Turquie, puissance de la mer Noire, alliée de l'Ukraine, mais aussi héritière de la tradition ottomane, affirme publiquement l'illégitimité de cette annexion Est pour le Kremlin, un affront difficile à oublier. Cela revient à contester non seulement un acte militaire, mais un pilier idéologique du régime. Ce discours turc a eu des conséquences immédiates. La Russie a été contrainte de revoir entièrement sa posture militaire en Crimée. Les bases aériennes ont été délestées. Les avions de combat redéployés vers la région de Krasnodar. Les infrastructures navales renforcées en urgence. Les images satellites révèlent une réalité troublante. La Crimée, longtemps bastion de la puissance russe, est devenue une zone vulnérable, un territoire que Moscou ne parvient plus à défendre efficacement. Chaque drone ukrainien qui atteint Sébastopol, chaque explosion qui secoue un dépôt d'armes, chaque retrait précipité d'un navire témoigne d'un affaiblissement qui ne peut plus être dissimulé. Et c'est ici que la Turquie joue un rôle fondamental, souvent invisible mais déterminant. Sans jamais annoncer publiquement un changement d'alliance, Ankara contribue activement à affaiblir la présence russe. Elle facilite le passage de drones, protège les routes commerciales ukrainiennes, coopère avec l'OTAN tout en maintenant un canal diplomatique ouvert avec Moscou. Cette ambiguïté apparente est en réalité une stratégie de maîtrise.
La Turquie avance sur plusieurs fronts à la fois, tout en évitant de se retrouver prisonnière d'un camp ou d'un autre sur le plan international. Cette nouvelle posture turque modifie profondément l'équilibre des forces. Les Européens, longtemps méfiants envers Ankara, reconnaissent désormais l'importance stratégique de son rôle. Les États-Unis, qui cherchent à sécuriser des pointes d'appui dans la région, voient dans la Turquie un partenaire irremplaçable, capable de compenser certaines hésitations européennes. Quant à l'Ukraine, elle trouve dans Ankara un soutien qui n'est pas seulement symbolique, mais structurel, car il touche directement au cœur de la puissance russe. Sa capacité à exporter du pétrole, à contrôler la mer Noire, à maintenir des routes navales ouvertes, l'effet cumulatif de ces évolutions est spectaculaire. La Russie se retrouve encerclée par une série de contraintes militaires, économiques, diplomatiques, qui limitent drastiquement sa marge de manœuvre. L'idée selon laquelle Moscou peut imposer une paix à l'Ukraine devient de moins en moins crédible. Chaque tentative du Kremlin de montrer sa force se heurte à une réalité implacable. Ses navires sont à l'arrêt. Ses exportations ralentissent. Ses bases militaires sont vulnérables. Et ses alliances s'effritent. La puissance, dans le monde contemporain, ne se mesure plus uniquement en divisions militaires, mais en influence, en contrôle des routes commerciales, en capacité à mobiliser des coalitions. Sur ce terrain, la Russie perd du terrain chaque jour. En parallèle, la Turquie affirme de plus en plus sa vocation de puissance régionale incontournable. Non seulement elle contrôle les détroits, mais elle influence l'énergie, la diplomatie, le commerce maritime et même la sécurité alimentaire mondiale grâce à son rôle dans les corridors céréaliers. Ce rôle lui confère une stature nouvelle, reconnue tant par les Occidentaux que par les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie centrale. Elle s'impose comme une puissance de médiation, mais aussi comme une puissance de contrainte, capable d'imposer des limites, de modifier les règles, d'infléchir les positions adverses. Ainsi, l'image géopolitique qui se dessine est celle d'une Russie de plus en plus isolée, fragilisée par ses propres choix, et d'une Turquie qui, loin de se contenter d'un rôle secondaire, s'affirme comme un acteur majeur du nouvel ordre régional. Dans ce contexte, la guerre en Ukraine apparaît non pas comme un conflit figé, mais comme un processus dynamique où certaines puissances déclinent tandis que d'autres émergent. Le voyage de Zelensky à Ankara symbolise donc bien plus qu'une tentative diplomatique. Il marque l'entrée dans une nouvelle ère où la Turquie devient l'un des arbitres les plus influents de la région. Son contrôle des détroits, sa maîtrise de la diplomatie, sa capacité à faire pression sur Moscou et sa coopération avec l'Occident en font un acteur clé, dont le rôle ne cessera de croître tant que le conflit perdurera. Pour Moscou, cette évolution est lourde de menaces. Pour Kiev, c'est une opportunité inespérée. Pour le monde, c'est un signal que la mer Noire, longtemps négligée par les grandes puissances, est redevenue l'un des centres névralgiques de la géopolitique mondiale.